Docteur Lotfi Ben Ahmed, bonjour. Bonjour. Alors, l'industrie pharmaceutique entre enjeux thérapeutiques, économiques et même politiques mise à nu avec cette pandémie mondiale du coronavirus. Comment se décline aujourd'hui la stratégie algérienne de développement de ce secteur devenu hautement stratégique puisqu'il relève carrément de la sécurité sanitaire? Docteur Ben Ahmed. Oui, écoutez, complètement. Avec l'avènement du ministère de l'Industrie pharmaceutique, après le dernier remaniement, le 23 juin 2020, nous avons mis en place d'abord une loi, une ordonnance-loi, fin août, début septembre, qui a été publiée, puis que j'ai présentée au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale. Puis, début octobre, un décret a mis en place nos prérogatives et l'organigramme du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Cet organigramme parle de lui-même. Nous avons aujourd'hui 4 directions techniques, non seulement une direction de la régulation, comme cela existait à l'époque au ministère de la Santé, mais aussi une direction de la veille stratégique et de la pharmacoéconomie, pour cette dimension économique. Une direction du développement industriel, qui s'occupera aussi des essais cliniques et de l'export. Et enfin, une direction de la numérisation, pour qu'on arrive à 0 papier et qu'on enlève toutes les entraves bureaucratiques avant une année. De là, ça fait donc depuis début octobre, 1 mois et demi, nous avons déjà proposé, fait adopter 4 décrets exécutifs. 4 décrets exécutifs qui étaient essentiels, nous les attendions depuis 8 ans, ceux qui pourront mettre en place justement un réel cadre réglementaire pour le fonctionnement de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, pour l'enregistrement des produits pharmaceutiques, leur homologation, mais aussi pour l'homologation des dispositifs bien sûr, mais pour aussi la mise en place du comité intersectoriel de prix. Nous travaillons aussi sur un décret qui devrait être incessamment proposé sur l'établissement pharmaceutique. Donc vous voyez bien qu'en 1 mois et demi, nous avons mis en place déjà un cadre réglementaire qui était en attente depuis la création de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, donc depuis près de 8 ans. Après la mise en place de ce cadre réglementaire, en parallèle, nous avons mis en place un système de régulation, à travers l'attestation de régulation, qui a fait écouler beaucoup d'encre, mais qui était essentiel. Pourquoi? Parce que les programmes d'importation qui font qu'aujourd'hui il y ait de la disponibilité ou des ruptures de produits pharmaceutiques, c'était des programmes qui avaient été signés par le gouvernement précédent, en 2019. En 2020, nous avons signé les programmes pour 2021. Mais ceux de 2020 avaient été signés en 2019. Il était essentiel de réguler les importations. Il ne fallait pas qu'on continue à importer des produits qui étaient fabriqués localement. Il ne fallait pas qu'on continue à importer des produits qui étaient surfacturés. On y reviendra parce qu'il y avait beaucoup de dérives à ce niveau-là. Et il fallait aussi orienter l'importation vers les produits qui étaient en rupture. Parce que nous avions des surstocks de certains produits qui périmaient en Algérie, et nous avions les mêmes produits, que nous constatons aujourd'hui encore, qui restent en rupture parce que justement, ils n'intéressaient pas les opérateurs, souvent par leur petit prix ou par aussi des facteurs exogènes ou bureaucratiques que nous levons au fur et à mesure. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, par rapport au contexte, que c'est devenu un secteur hautement stratégique? Complètement. À tout point de vue, économique, politique et également sanitaire. Alors économiquement, c'est évident. 4 milliards de dollars, 2 milliards de dollars à l'importation, 2 milliards de dollars à la production. Il est évident, en ces temps de relance économique, avec les problématiques structurelles que nous avons avec la baisse du prix de l'énergie, dont nous étions entièrement dépendants, il fallait identifier de nouveaux segments de l'économie nationale qui permettraient de créer de la richesse et être un levier de croissance pour le pays. Et c'est le cas du secteur pharmaceutique qui a été identifié comme tel. Et c'est pour cela que dans la loi de finances complémentaire déjà de 2020, le secteur pharmaceutique a été considéré comme secteur stratégique, au même titre que l'énergie. Et c'est ainsi que le 51-49 est resté pour ce secteur-là, a été maintenu pour ce secteur-là. Nous voyons avec la Covid, même les pays les plus développés à travers le monde, relocaliser les industries. Il s'agit non seulement d'un problème économique, mais un problème aussi de sécurité sanitaire. Si nous ne comptions pas sur nous-mêmes pour le gel, pour les masques, pour l'hydroxychloroquine, pour les antibiotiques, pour maintenant même les héparines à vapeur moléculaire, le Varenox qui est fabriqué localement aujourd'hui, nous aurions des difficultés très importantes. Nous allons même, on pourra en reparler tout à l'heure, aussi sur la production même de réactifs en Algérie. Les réactifs PCR qui étaient essentiellement importés, qui sont, je le rappelle, disponibles, parce qu'il y a eu toute une polémique sur la disponibilité des réactifs. Alors je rappelle
que pour le public, nos auditeurs, que la PCR, c'est l'examen, enfin le biologique, qui était fait dans les laboratoires d'analyse. Au début, il n'était fait que par l'Institut Pasteur et ou par le secteur public, qui était validé par l'Institut Pasteur. Puis, peu à peu, assez tardivement, des laboratoires privés ont commencé à s'intéresser, à mettre en place la PCR à leur niveau. Et les opérateurs qui importaient pour le secteur privé ces réactifs ont mis du temps et certainement ont essayé de voir si économiquement c'était viable pour eux de l'importer, si la demande existait réellement, pour introduire des demandes. Aujourd'hui, nous avons ce mois-ci, traité près de 100 demandes qui ont été accordées d'importation de produits. Et aujourd'hui, je peux vous annoncer que, pas plus tard qu'il y a 3 jours, il y a près de 400 000 tests PCR qui ont été importés. Et nous attendons près d'1 million en tout d'ici la fin de l'année. La même chose pour les tests antigènes. Les tests antigènes, qui, je vous le rappelle, au-delà des tests sérologiques, sont les nouveaux tests qui permettent justement, avec toujours cet écouvillon, ce prélèvement nasopharyngé, de pouvoir identifier si nous portons les gènes du COVID, de la Covid. Et ces tests-là aussi seront importés, puis conditionnés localement. Puisqu'un des 2 opérateurs qui faisait les tests sérologiques a déposé un dossier que nous sommes en train d'homologuer. Donc ils seront conditionnés localement. La PCR, les réactifs PCR, seront produits d'ici 2 ou 3 semaines par la société IMD, je peux la citer, qui a déposé un dossier qui déjà, elle et la société UP fabriquaient déjà les milieux de transport et de prélèvement, n'étaient plus importés, ils sont fabriqués localement, et là fabriqueront directement, les IMD fabriquera les tests PCR, et la société Salem se propose de fabriquer de conditionner les tests antigéniques. Mais justement, par rapport à ce que nous abordons, aujourd'hui, les enjeux économiques sont très importants, nous le voyons, avec bien sûr le vaccin anti-Covid à travers le monde. Tous les laboratoires ont découvert ce traitement miracle que l'humanité attend depuis pratiquement des mois et paralysé pratiquement toutes les économies et même les transports aériens, maritimes et terrestres. Alors c'est un problème stratégique sur le plan politique, même puisque l'enjeu de la vaccination est devenu aujourd'hui une priorité mondiale à tous les niveaux, au niveau des États et des organisations sanitaires comme l'OMS, et les négociations se déroulent au niveau des États. Est-ce qu'on peut considérer que partant de là, il est nécessaire pour l'Algérie de développer son industrie de telle sorte à ne pas rester exclusivement dépendante de l'extérieur, comme c'est le cas par exemple pour l'agriculture, la sécurité alimentaire? Ben, c'est toute la stratégie et le plan d'action du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Effectivement, c'est d'aller vers les 70% d'intégration, c'est que l'ensemble des génériques et des biosimilaires qui existent à travers le monde sont fabriqués localement, et que même certains laboratoires princesses fabriquent les produits ici. Alors pour ce qui est du vaccin anti-Covid, la plupart des grandes sociétés multinationales qui pourraient le produire, qui sont en phase 3, ont des représentations en Algérie. Nous sommes en contact avec que ce soit Pfizer ou AstraZeneca ou d'autres laboratoires. Certains autres, comme les sociétés chinoises ou russes, nous avons des contacts à travers leurs représentants diplomatiques. Hier encore, j'ai reçu son Excellence l'ambassadeur de Russie. Nous avons discuté d'échanges dans le cadre du protocole d'accord entre l'agence algérienne et l'agence russe, mais nous avons discuté aussi de l'avancée des vaccins russes et surtout du fait parce que nous avions eu l'information, pas plus tard qu'hier, que AstraZeneca avait donné aussi ses résultats à 90% d'efficacité de son vaccin pour une des formules, et que le site de fabrication pour MENA, c'est-à-dire la région Middle-Est Nord Africa, donc de l'Algérie, était situé en Russie. Donc nous avons pris des contacts, nous avons pris des contacts avec cette société pour que ça soit une offre supplémentaire. Ce qu'il faut faire, là il faut faire attention, c'est qu'il y a beaucoup de surmédiatisation sur ce volet de vaccins. Une surmédiatisation qui est orientée, forcément, parce qu'il y a des intérêts économiques majeurs. Il y a aussi des intérêts politiques. Il y a des pays qui, à travers des annonces successives et parfois contradictoires, nous disent qu'ils vont faire tel vaccin, puis c'est tel autre vaccin, puis ils vont le produire, puis ils ne vont pas le produire. L'Algérie, pour l'instant, a une attitude raisonnée, qui est celle d'aller vers un vaccin de qualité, d'abord, parce que vous savez, il faut d'abord que ce vaccin soigne. Et aujourd'hui, aucun de ces vaccins, même s'ils ont des avancées spectaculaires, n'a été encore certifié par une agence quelconque. Donc,
il faudra, et je pense que dans les semaines à venir, il y aura des avancées notables qui permettront aux différents pays. Bon, il y a l'initiative COVAX avec l'OMS qui permet déjà de mutualiser un petit peu l'approche vaccinale et de pouvoir permettre à ce que l'humanité accède au vaccin facilement. Mais il y a aussi un certain nombre de contacts directs qui se font entre l'Algérie et un certain nombre de laboratoires. Je voudrais dire aussi que l'industrie pharmaceutique est présente aussi à ce niveau-là, puisque nous avons des opérateurs qui ont les installations demain pour pouvoir conditionner ce vaccin localement. Oui, effectivement, l'opérateur qui d'ailleurs fait le Lovenox a une ligne entière qui est disponible et qui pourrait nous permettre peut-être de conditionner le vaccin chinois, parce qu'il y a un certain nombre de laboratoires à travers le monde qui proposeraient, je dis bien qui proposeraient, parce que ça n'a pas été encore sélectionné ou identifié, proposerait le vaccin en vrac et qu'il devrait être conditionné pour pouvoir répondre à la demande mondiale. Donc c'est tout cette approche à la fois logistique pour le froid, parce que des vaccins devraient être conservés à grand froid, industriel, pour s'ils devaient être conditionnés en Algérie, que nous essayons de mettre en place pour être la supply chain justement, une fois que la décision du choix du vaccin sera faite. Oui, mais justement par rapport à cette question, est-ce qu'on peut considérer que l'acquisition de ce vaccin anti-Covid est une priorité pour le gouvernement? C'est une priorité pour le monde entier. Le vaccin, la pandémie fait perdre 350 milliards de dollars par mois au monde. L'impact économique est majeur, sans compter l'impact sanitaire. Donc il est évident que nous devons sortir de cette ornière. Et ça ne passera ou par un vaccin ou par un médicament qui nous permettrait de passer à l'après-Covid de manière comme nous l'avons fait pour les autres pathologies. Docteur Ben Ahmed, nous allons tout fabriquer localement, c'est l'objectif à horizon 2030, si on se réfère un peu à votre feuille de route que vous avez déclinée, en termes bien sûr de fabrication de produits génériques, mais pour atteindre cet objectif, est-ce qu'on tient compte aujourd'hui dans cette stratégie pour sa réussite à l'avenir de tous les aspects liés au développement de ce secteur en amont et en aval, même au niveau de la recherche? Oui, écoutez, d'abord, il faut Le définir, point faible, c'est la recherche. il faut définir oui, la recherche et le développement. Pourquoi on parle de recherche et de développement, ou de production même de principes actifs? C'est qu'il s'agit de créer de la valeur ajoutée. Lorsque vous créez une industrie, il ne s'agit pas de faire de l'immobilier industriel, d'aligner le nombre d'usines et de dire nous avons tant d'usines ou tant d'usines. Il faut créer de la valeur ajoutée, c'est comme ça que vous créez du développement économique et de la croissance. Aujourd'hui, par exemple, entre deux producteurs, nous pouvons voir qu'il y avait des variations sur le prix, sur l'intégration, le niveau d'intégration de la production d'un médicament. Certains vont de la matière première, d'autres vont d'un prémix, c'est-à-dire d'un mélange de matières premières. D'autres, enfin, achètent les droits. D'autres font leur propre recherche et développement et font leur dossier. Donc effectivement, plus nous irons en amont de la chaîne, mieux nous négocierons et plus nous aurons de valeur ajoutée, où nous créerons de la croissance et de la richesse de notre pays. Et notre volonté, donc dès 2021 et dès cette année d'ailleurs, avec les attestations de régulation, nous avons vu qu'il y avait des différences de prix pour une même matière première. Une matière première pouvait être à 140 $, l'autre à 17 600 $. C'est-à-dire que nous pouvions avoir des variations de 130 fois pour la même matière première. Mais c'est la question que j'allais vous poser, Dr. Ben Ahmed, entre développement industriel et la promotion de l'exportation et même l'importation, quels sont les mécanismes de régulation qui sont mis en place aujourd'hui pour lutter contre certaines pratiques frauduleuses, comme par exemple la surfacturation, et assurer à la fois la qualité des médicaments? Ça, c'est des aspects extrêmement importants, puisqu'on a toujours parlé de la surfacturation, mais on n'avait pas les moyens matériels pour pouvoir le prouver. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que le ministère de l'Industrie pharmaceutique a dans ses prérogatives justement la politique de prix et son contrôle en faveur de la production nationale. Donc nous avons mis en place ce système d'attestation de régulation en attendant les programmes de 2021 qui seront contrôlés en amont. Comme les prix des matières premières n'étaient pas contrôlés en amont, comme les volumes livrés en Algérie n'étaient pas contrôlés, il n'y avait pas un suivi réel des quantités qui étaient livrées en Algérie. Ce qui crée des ruptures,
de la spéculation et qui nous mettait pour quelques producteurs. Parce qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a beaucoup de gens très sérieux qui travaillent très sérieusement et qui apportent beaucoup à l'économie nationale et à la protection de la santé publique. Mais nous avons aussi des gens, des personnes, des opérateurs qui ont été de ceux qui, comme dans d'autres segments de l'économie nationale, faisaient une économie extravertie où la richesse était captée à l'étranger, la valeur ajoutée était restée à l'étranger à travers des phénomènes de surfacturation pour lesquels nous sommes en train de lutter pied à pied. Alors, docteur Lotfi Ben Mohamed, je voudrais revenir sur ce que vous avez déclaré dans la dernière partie de la dernière question de la première partie. Vous parliez un peu de certaines pratiques frauduleuses, de la surfacturation. Il y en a, il y en aura. Oui, il y en avait dans toute l'économie nationale. Il est clair que la nouvelle Algérie, justement, combat ce type de comportement qui avait pillé notre pays. Et dans notre plan d'action, lorsque nous avons mis en place l'attestation de régulation, nous avons constaté des pratiques où des sociétés avaient créé des sociétés à l'étranger pour se facturer à elles-mêmes, et certainement faire de la surfacturation. D'autres, il y avait des écarts pour la même matière qui allait de 1, pas à 2 ou à 3, à 130. 130 fois. Alors bon, c'est-à-dire que nous étions, pour certains produits, dans une économie extravertie où quelque part la valeur ajoutée restait à l'étranger. Nous, aujourd'hui, justement, notre objectif, c'est de créer une valeur ajoutée locale. Donc, dans les futurs programmes d'importation ou de production que nous mettrons en place, nous ferons attention, bien sûr, à la valeur ajoutée qui est créée en Algérie. Il s'agit de monter une industrie qui n'est pas une industrie qui est basée sur des déclarations ou de la démagogie, mais une industrie structurée qui crée de la richesse en Algérie et où il y a le taux d'intégration soit évident. Vous savez, lorsque nous trouvons, par exemple, j'avais des factures à domicilier ou qui demandent des attestations de régulation de 500 000 $ ou 1 million de dollars pour amener des boîtes en carton ou des notices. Vous vous rendez compte avec le nombre d'imprimeries qui existent en Algérie? Il était clair qu'il y avait un système qui était là, qui était un peu où il y avait de la gabégie. Il n'y avait pas de contrôle. Il y avait des programmes qui étaient donnés en début d'année et les gens faisaient ce qu'ils voulaient au prix qu'ils le voulaient. Pas pour les produits finis. Les produits finis, les prix étaient strictement réglementés. Mais pour les matières premières, les intrants, pour les réactifs, pour les équipements, il n'y avait aucune notion de prix et les gens faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Et aujourd'hui, nous, justement, nous faisons le voilà. Nous luttons aussi contre... parce que, vous savez, le médicament, c'est avant tout la qualité. C'est avant tout la qualité. Donc c'est pour cela qu'en préambule, j'ai expliqué que nous avons mis en place un certain nombre une réglementation précise, des décrets sur l'enregistrement, sur l'homologation, qui vont nous permettre justement de contrôler la qualité, ce qui se faisait pour le médicament, mais qui se fera pour le dispositif et pour l'équipement, sur lequel nous avions des craintes réelles. Sur la qualité aussi, nous veillons bien sûr à ce que les médicaments qui soient mis sur le marché en Algérie, importés, sont contrôlés systématiquement et en production soient contrôlés. Et pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours, nous avons retiré provisoirement l'autorisation à un établissement de production parce que justement il y avait des produits sur lesquels il y avait des contaminations et que cette personne-là ou cette société-là devra remettre à niveau son entreprise pour pouvoir être éligible une nouvelle fois à une autorisation de production. Alors, les cas de fraude, justement, pour protéger l'économie nationale et protéger, bien sûr, la santé des citoyens algériens, vous avez parlé et abordé la question du cas d'une matière première dont le prix est 130 fois supérieur au prix pratiqué par une autre société pour un même produit qui vient d'être débusqué. Vous avez parlé aussi de cas d'une société étrangère qui facture à une société locale qui appartient à la même personne. Le dossier a été transféré. Est-ce qu'on peut considérer qu'il y aura des poursuites judiciaires à l'encontre? Oui, certainement. Vous allez les engager, Certainement, il y a des services concernés qui s'occuperont de cela. Mais je veux dire que ce sont des pratiques que l'on connaissait, qui étaient déjà dénoncées, simplement qui n'étaient pas surveillées. Maintenant, ils sont surveillés. Bon, et vous savez, chat et chaud des crênes froides. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de ces sociétés qui ne déposent plus, qui ne font plus de demandes ou de dépôts d'attestation, et qui au contraire dénoncent le système de régulation qui a été mis en place en accusant en le traitant d'entrave bureaucratique alors que c'est un simple contrôle qui se fait sur des critères qui sont évidents.
Mais avec cette deuxième vague du Covid-19, puisque nous avons le nombre de contaminations depuis quelques jours qui a franchi la barre des 1000, avec bien sûr l'augmentation, et c'est ce qui fait peur le plus de décès, qui atteint parfois les 20, voire 18, même 15 décès jour. En termes d'action de lutte contre le Covid-19, des unités de production sont passées, si on se réfère aux chiffres que nous avons communiqués, de 4 à 12 producteurs qui fabriquent bien sûr le masque, le gel hydroalcoolique, les tests rapides de dépistage et tous les aspects et tous les produits liés bien sûr à la lutte contre ce Covid. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, c'est qu'il y a une pression ou une disponibilité de certains produits qui sont aussi essentiels. Par exemple, l'oxygène. Au niveau des hôpitaux, qu'est-ce qui se passe? Alors d'abord, avant d'arriver à l'oxygène, effectivement, ces 4 à 12, c'est simplement pour les masques chirurgicaux. Sur les masques grand public, nous avons à peu près 1300 fabricants, dont un qui fabrique jusqu'à 3 millions de masques par jour. Il y a 780 000 masques chirurgicaux qui sont fabriqués par jour, 150 000 KN95 et plusieurs millions, de 3 à 5 millions par jour, qui peuvent être fabriqués en masques barrières. Selon la demande, les producteurs, parce que malheureusement les gens ne mettent pas souvent le masque, donc les stocks sont très importants aujourd'hui au niveau de ces producteurs et au niveau de la distribution. Aujourd'hui, ce problème de moyens de protection qui, rappelez-vous, défrayait la chronique, l'Algérie aujourd'hui est totalement autonome, que ce soit en masque, que ce soit en termes de gel hydroalcoolique depuis le début, on n'en a jamais manqué. Il y avait un problème sur l'alcool, le ministère des Finances a pris les dispositions nécessaires pour encore accroître les stocks d'alcool en Algérie. Donc cette intersectorialité qui nous permet de travailler à travers le comité masque, où différents ministères se réunissent très régulièrement pour suivre la disponibilité et l'accessibilité des moyens de protection. Maintenant, en ce qui concerne l'oxygène, je voudrais expliquer une chose qui doit être assez claire. C'est que la problématique de l'oxygène, ce n'est pas une problématique de disponibilité de production. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons aujourd'hui 3 producteurs. Nous en avions 2 jusqu'en mois de mai. Après, il y a eu un nouvel intervenant, nous avions Lingaz et Air Liquide, qui sont 2 sociétés étrangères. Lingaz, Air Liquide qui est une société étrangère, et Air Liquide qui est une société où les capitaux majoritaires sont des capitaux de Lindegaz, qui est une société allemande, qui était une ancienne société nationale qui avait été privatisée. Ces sociétés-là répondaient tant bien que mal à la consommation en Algérie en temps normal. Heureusement que nous avions eu Calgaz, puis qui a permis de doubler. On est passé de 150 000 à 320 000 litres par jour. C'est la capacité aujourd'hui. Puis nous avons aujourd'hui aussi Ores Gaz et Maghreb Gaz que nous sommes en train d'homologuer. Et nous avons aussi, vous savez, en Europe, quand il n'y avait pas suffisamment d'oxygène, c'était l'oxygène industriel qui était analysé, qui permettait de devenir oxygène médical. Nous avons des millions de litres qui sont fabriqués par jour. Donc la problématique, elle n'est pas en disponibilité de gaz. Elle est dans les moyens de stockage de ce gaz-là. Je m'explique. Vous savez, le gaz, quand il arrive au niveau d'un hôpital, il y a des cuves. La cuve, quand elle fait 5000 litres, et qu'elle suffisait pour 15 jours, et qu'elle est consommée en une matinée, et que la rotation du camion est à 200 km, vous imaginez la logistique qu'il faut, avec le nombre de points de vente. C'est-à-dire que nous avons des installations, très souvent, qui ne sont pas suffisantes, qui ne répondent pas à la demande, au nombre de lits qu'on doit oxygéner. Parce qu'avant, ces capacités d'oxygène servaient pour quelques lits de réanimation. Alors, on équipe tous les lits, mais il faut avoir aussi les cuves en bon état et nécessaires pour pouvoir répondre. Donc, ce que nous avons fait, nous avons mutualisé l'ensemble des moyens entre tous les gaziers, les moyens à la fois de production, parce qu'il faut que les sites de production, vous savez, les sites de production, entre l'Est, l'Ouest, le Nord, le Sud, là où nous avons des centres hospitaliers, il peut y avoir des éloignements, ça peut être à 100, à 200, à 300 km entre le site de production et le site où on doit livrer, où le gaz doit être livré. Donc il était fondamental de mutualiser les moyens en termes logistiques et en termes de sites de production pour que les sites de production les plus proches livrent le plus rapidement les hôpitaux. Alors des hôpitaux qui étaient livrés tous les 15 jours sont parfois livrés 2 fois par jour aujourd'hui. Mais l'essentiel vient des hôpitaux qui sont non équipés, qui utilisent des bouteilles de gaz qui ne correspondent pas tout à fait aux pressions qu'il faut utiliser en cas de Covid, et d'autres qui n'ont pas encore les équipements suffisants. Ça nous amène à dire que pour l'oxygénothérapie, il faut mettre les normes qui existent dans beaucoup d'autres pays aujourd'hui, où c'est le gazier lui-même qui met en place des équipements dans les hôpitaux et qui livre pas des quantités d'oxygène, mais qui livre un certain nombre de lits
qui sont oxygénés. Et ce qui permet d'avoir une traçabilité, une responsabilité. Et ce sont des systèmes qui sont numérisés, informatisés. C'est ce que propose Calgaz aujourd'hui. Et c'est ce que nous essayerons de mettre en place, Inch'Allah, avec le ministère de la Santé dans les mois qui viennent. Mais aujourd'hui, nous devons mobiliser toutes les ressources pour justement continuer à livrer sans arrêt, à développer cette logistique avec des camions qui sont très particuliers. Vous savez, c'est des camions, il faut garder la température, l'azote, etc. pour pouvoir livrer ces hôpitaux-là, et en espérant que la maintenance de leurs cuves et de leurs équipements et de distribution soit faite dans les meilleures conditions. Mais écoutez, docteur Ben Bahmed, à toute situation d'urgence, puisque la pandémie c'est une situation d'urgence, des mesures d'urgence ne fallait-il pas prévenir pour éviter ce type de situation de rupture au niveau des hôpitaux par rapport à l'oxygène, puisqu'il s'agit aussi de vie humaine. Docteur Ben Bahmed. Tout à fait, c'est ce qui a été fait en mutualisant les gaziers, en mutualisant... Non, pas du tout, ça a commencé en mai. En mai, nous avons déjà triplé, je vous ai dit, non seulement la production, mais nous avons... vous savez, il y a des gens qui parlent sur le gaz, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Moi, je lisais à un moment donné sur des blogueurs sur Internet qui disaient que la quantité que nous produisions en Algérie, ce serait que pour 320 000 litres, ça serait que pour 70 personnes. Combien on produit? Alors que 320 000 litres par jour. Ça veut dire que la cuve de 5 000 litres qui existe dans l'hôpital, c'est pour un malade. Non, je veux dire, il faut être raisonnable. Les gens, il ne faut pas qu'il y ait une médiatisation forcenée. Il est clair que quand il y a un pic, vous savez, le problème de la Covid dans le monde entier, c'est quoi? C'est justement, c'est pas la dangerosité simplement de la maladie, c'est sa contagiosité qui fait que nous avons beaucoup de malades au même moment, ce qui sature et dépasse les capacités sanitaires des pays. On l'a vu dans les pays les plus développés être totalement dépassés justement par le nombre de malades. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase où nous avons beaucoup de malades. Et nous continuerons à avoir, des vagues successives tant que nous n'aurons pas une thérapeutique, un vaccin ou un médicament. Mais aujourd'hui, nous sommes tous mobilisés justement pour pouvoir livrer tous ces moyens de protection, ce gaz, ces réactifs, pour pouvoir continuer à faire face à cette pandémie. Alors justement par rapport à cette pandémie, par rapport à la production, aujourd'hui vous êtes aussi en charge de la régulation du marché du médicament. Ce qui est relevé, c'est que il y a aujourd'hui par exemple une forte pression sur les tests PCR et les tests rapides antigéniques. Ce qui est relevé, c'est qu'au niveau des laboratoires, les prix ont carrément triplé, voire quadruplé. Qu'est-ce qu'il faut faire face à cette situation de spéculation qui parfois malheureusement porte atteinte aussi à la santé des citoyens? Comme vous le dites, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous êtes en charge de la régulation. Nous délivrons les attestations de régulation. C'est-à-dire que c'est pour l'importation et la distribution de ces produits-là. Et nous connaissons les prix. Les tests antigènes reviennent à 1500 dinars. Ils sont vendus au laboratoire à 2000 dinars et ils sont facturés aux malades à 6000 dinars. Est-ce que c'est normal? Les tests PCR, entre le kit de prélèvement, le kit d'extraction et le réactif PCR, on doit en avoir pour 4000 ou 5000 dinars. Ils devraient être facturés avec la machine, effectivement, parce qu'il y a du travail, etc. Être à 8 9 000 dinars. Je me suis rapproché de biologistes. Ils sont à 12 000, 15 000, 20 000 dinars. J'ai saisi le conseil de l'ordre des pharmaciens. Je vais faire de même, c'était hier, et le conseil de l'ordre des médecins, parce que vous savez, le code déontologie stipule, parce que même si c'est des prix qui sont libres aujourd'hui, qui ne sont pas remboursés, et le code de déontologie stipule que le pharmacien ou le médecin doit avoir une rétribution qui est en rapport avec son acte. Et c'est non éthique et non déontologique de saisir une situation pour avoir une attitude spéculative et tripler les prix. Qu'ils prennent une juste rétribution par rapport à l'exercice, c'est une chose, et c'est bien, et c'est normal. Mais qu'on saisisse cette occasion, qu'un certain nombre de spéculateurs saisissent cette occasion-là pour facturer. Imaginez, vous avez une famille, vous êtes 4 personnes. Si vous devez faire vos tests, acheter vos... Il y a aussi la problématique de l'automédication. On a parlé tout à l'heure de l'héparine à bois moléculaire fabriquée en Algérie. Nous en fabriquons 200 000 par jour. C'était la quantité qu'il nous fallait pour 1 mois et demi. 200 000 par semaine. C'est une quantité qu'il fallait faire par 1 mois et demi. C'est-à-dire la quantité disponible est 5 fois plus importante que l'année passée. Et ça ne suffit pas. On n'en trouve pas. Pourquoi? Il y a de l'automédication. Les pharmaciens ne doivent pas vendre ces produits-là sans ordonnance.
la PCH doit acheter ces produits-là aussi chez le producteur local, ça n'a pas encore été fait. J'espère que ça va se faire le plus tôt possible pour qu'ils soient disponibles aussi de manière non contingentée au niveau des hôpitaux. Il faut que ces produits-là servent aux malades. Si tout le monde les achète et les stocke chez soi, il nous faudra 40 millions de boîtes. Ou s'il faut 4-5 boîtes par personne, il faudra 200 millions de boîtes. Alors que c'est un marché de 2 ou 3 millions qui est monté à 7-8 millions. Donc il y a cette, comment dire, ces phénomènes de panique et de spéculation qui sont inhérentes à toutes les sociétés, mais que nous devons contrôler. Et les professionnels de santé, qui donnent beaucoup, parce que c'est dans ces pharmaciens, par exemple dans les pharmaciens d'officine, nous avons eu des décès la semaine passée, et des gens qui sont, comme l'ensemble du corps médical, au front, qui sont là à prendre en charge les malades, etc., et qui sont en contact, et qui sont à risque. Mais il faut aussi qu'il y ait un appel, et je pense que ça a été fait déjà par les ordres, et je le refais moi aujourd'hui, à ce qu'il y ait. Et au besoin, parce que comme ce sont des prix libres qui ne sont pas conventionnés, il faudra trouver les moyens pour que à un moment donné, pour que comment dire, ces examens, qu'il y ait la possibilité de conventionner peut-être des laboratoires d'analyse avec des hôpitaux. C'est la question que j'allais vous poser. Ne fallait-il pas aller vers le remboursement de ces tests via la CNAS, puisqu'on a constaté aujourd'hui, malheureusement, qu'en 2 semaines, un décret a été signé pour le remboursement du vaccin antigrippal qui ne coûte que 1300 dinars. Oui, alors écoutez, c'est-à-dire qu'on peut agir, l'État peut mettre les moyens pour agir. Alors réglementairement, pour vous expliquer, le vaccin antigrippal était déjà remboursé. C'était simplement un réajustement du prix par rapport à un nouveau vaccin antigrippal. Il faisait partie de la liste des médicaments remboursables. Par contre, la nomenclature des actes, et d'ailleurs c'est... Qui date des années 90. Et c'est une revendication des biologistes, hein, depuis longtemps. De tout le monde, mais des biologistes aussi. On parlait, parce qu'il ne faut pas leur jeter, le bébé avec l'eau du bain. Qui voulait que les analyses soient remboursées, il y a eu une approche qui était faite par la classe, au moins sur certains bilans, il aurait peut-être dû avoir une action précise par rapport à un certain nombre d'actes biologiques. Je pense que ça relève bien sûr du ministère du Travail et du ministère de la Santé. J'espère que des solutions seront trouvées. Alors, question des auditeurs qui sont très nombreuses, Dr Ben Bahmet, on va essayer de répondre rapidement. Les Venox, tension sur ce produit, pourquoi il est inexistant? C'est ce qu'on disait, c'est le Varenox, trop d'automédication. Les quantités produites et existantes en Algérie sont 5 fois plus importantes que l'année passée. Il sera disponible? Il est disponible tous les jours. Il y a 200 000 boîtes qui sont libérées chaque semaine par l'unité de production. 200 000 par semaine. Et Dieu sait que ça devrait suffire. Et ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que simplement, il y a trop d'automédication. Les gens, il faut arrêter d'acheter des médicaments et les stocker chez vous. Alors, ils doivent servir aux gens qui sont malades. Ils ne doivent pas servir au cas où. Vous imaginez la gabégie et les périmés qu'il y aura dans toutes les maisons en Algérie de médicaments qui ne sont pas donnés en plus. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, par exemple, par rapport à la fabrication du gel hydroalcoolique et même de l'alcool, le service des alcools n'a aucune réserve d'alcool et on trouve des difficultés d'approvisionnement en alcool car le service des alcools nous donne des gouttes à gouttes parce que l'État n'a pas autorisé l'importation. On dit que l'importation... Si, je vous ai dit, le ministère des Finances a pris les dispositions nécessaires, il y a 250 000 hectolitres qui vont être disponibles dans les jours qui vont venir, qui vont être importés et qui vont permettre justement de répondre à cette demande. Mais pour l'instant, nous n'avons aucune tension sur la disponibilité du gel hydroalcoolique sur le marché, c'est l'essentiel. Après, la problématique qui se pose, c'est que sur le gel hydroalcoolique, comme sur un certain nombre de produits, nous avons maintenant des centaines et des centaines de producteurs, et parfois, bon, effectivement, c'est assez difficile pour les services concernés de pouvoir délivrer à tous. Moi, je m'intéresserai surtout à la qualité des gels hydroalcooliques, et nous avons insisté pour que Saïdal, notamment, et Biophar, mais l'ensemble des sociétés Frater pharmaceutiques, qui fabriquent du gel hydroalcoolique, pour qu'ils aient les quotas nécessaires pour continuer à fabriquer, parce que nous sommes sûrs de la qualité de leurs produits et du dosage en alcool. Alors, autre question au Dr Ben Bahmet, les recommandations d'utilisation des biosimilaires et l'avenir des bureaux de liaison pharma en Algérie. Rapidement sur la question, s'il vous plaît. C'est un large sujet qui dépasse très largement les compétences des auditeurs. Rapidement. Mais bon, ce qui était important, c'est que nous avons mis en place, plus dans notre arsenal réglementaire, la loi 1811 faisait qu'il y ait une territorialité, c'est-à-dire que nous ne voulons pas plus qu'il y ait, comme dans tous les pays du monde, qu'il y ait des bureaux de liaison, c'est-à-dire vous savez, un bureau de liaison, il est créé à un moment donné pour simplement prendre des contacts dans un pays. Nous voulions qu'il y ait des sociétés, des établissements pharmaceutiques qui sont responsables ou qui sont détenteurs de la décision d'enregistrement ou exploitants de la décision d'enregistrement
Bref, pour les auditeurs, c'est-à-dire que nous voulons des établissements pharmaceutiques, qu'il y ait un responsable de la disponibilité et de la qualité du produit en Algérie. Qu'il n'y ait pas des sociétés qui soient à l'étranger, qui passent par des importateurs, et que personne ne soit responsable demain s'il y a une rupture ou s'il y a un problème de qualité. Alors, comme dans tous les pays du monde, nous mettons en place des normes pour protéger l'économie algérienne et protéger la santé publique et la qualité des produits pharmaceutiques. Alors, autre question, pourquoi ne pas plafonner au niveau de l'État, par exemple, les prix des tests qui doivent être aujourd'hui pratiqués de telle sorte à éviter que leur prix ne triple ou ne quadruple et que ce soit quasiment inaccessible pour les malades qui sont en situation de détresse, parce qu'on profite de la situation de détresse des malades. On y a répondu tout à l'heure. C'est la question de l'auditeur. Voilà, il faudra revoir la nomenclature des actes. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, il y a beaucoup de gens qui ont des soupçons sur ce nouveau vaccin, des craintes qui sont exprimées, qui sont réelles. Comment l'État va faire pour rassurer le citoyen, pour aller se faire vacciner et assurer à la fois l'efficacité thérapeutique de ce traitement? Est-ce qu'on a les moyens? Ça sera un accompagnement qui se fera, bien sûr, il y aura toute une campagne pour expliquer à nos citoyens. Mais sachez une chose, c'est que l'Algérie, à l'image de tous les pays sérieux dans le monde, n'importera pas de vaccin qui ne soit pas passé par les autorités réglementaires à la fois de l'OMS et nos agences qui contrôleront bien sûr l'innocuité et l'intérêt du vaccin. L'agence du médicament aura un grand rôle dans ce domaine. Bien sûr, en collaboration avec les autres agences et l'autre agence, l'Institut Pasteur qui sera certainement une référence, un laboratoire de référence pour l'agence, mais c'est l'agence qui procédera bien sûr à son enregistrement, à la vérification technique du vaccin. Alors il y a des procédures accélérées qui vont se mettre dans le monde à travers les agences. Il y aura une coopération interagences pour seulement assurer la qualité et nous mettrons bien sûr sur le marché que des vaccins qui seront, dont nous aurons, lorsque nous aurons toutes les garanties nécessaires. Alors le plus grand problème est la régulation de la distribution. Pourquoi ne pas créer le fichier national de suivi des produits à forte consommation, c'est-à-dire la numérisation du secteur? C'est ce qui est en train d'être fait. C'est ce qui fait. Nous sommes en train de travailler avec l'École nationale d'informatique depuis le mois d'août. Hein, et avec notre direction. Vous travaillez avec de jeunes pharmaciens, oui, au niveau de avec direction de la numérisation. Alors je veux dire que la plupart de mes directeurs ont autour de 30 ans et qu'aujourd'hui le ministère de l'Industrie pharmaceutique s'enorgueillit de travailler, d'avoir de jeunes internes, une vingtaine de jeunes internes qui viennent bénévolement aider nos jeunes directeurs à prendre en charge, à faire cet immense chantier en attendant de mettre en place l'ensemble de notre organigramme. C'est aussi ça la nouvelle Algérie, c'est cette jeunesse, ces compétences qui aujourd'hui se mettent au service de leur pays pour justement mettre à niveau un secteur dans l'intérêt du développement du pays et de la protection de la santé publique. Et la mobilisation bien sûr de tout le personnel de santé, y compris les pharmaciens qui ont subi malheureusement beaucoup je veux rendre hommage par rapport à cette pandémie mondiale. Effectivement, souvent on oublie les pharmaciens d'officine aussi qui sont en contact direct. Alors bon, beaucoup de familles algériennes sont endeuillées, on leur présente nos condoléances, mais j'ai une pensée particulière, un hommage particulier à faire pour M. Baradaï Abdelkader de Médéa, qui avait beaucoup donné à la profession, pour M. Sadet, à Ouled Fayet, et pour beaucoup d'autres, à Al-Harrach, à Betna, etc. C'est des pharmaciens qui sont décédés. On rend hommage à leurs actions, ils sont restés debout, présents dans leur officine jusqu'au bout. Nous espérons vraiment que ce cauchemar s'arrête, et ça demande à tous, parce que c'est la responsabilité de tous, encore une fois, c'est peut-être galvaudé, mais ce ne sera jamais assez, les mesures de distanciation. Votre vie et la vie de vos familles est réellement entre vos mains. Appliquez les mesures de distanciation, mettez vos masques, utilisez les gels hydroalcooliques. C'est fondamental. En attendant le médicament ou le vaccin, ce sera la seule façon pour nous d'épargner des vies humaines et d'épargner surtout ceux de nos familles et ceux des gens les plus fragiles. Et bien voilà, chose dite, préservez-vous et bien sûr protégez votre santé. Docteur Lotfi Ben Bahmed, merci d'avoir répondu à la question et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt.